On est tout bon. Bonsoir à tous. Je me rends bien compte que je suis le dernier talk avant l'apéro, donc je vais essayer d'être concis au maximum, de façon à ce qu'on puisse tous aller boire un verre ensemble après et discuter des sujets qu'on aura vus cet après-midi. Je m'appelle Frédéric, je suis CTO et cofondateur d'Alpic, et ce soir, je viens vous parler de Skybridge, qui est un framework open source qu'on a développé pour construire des apps ChatGPT et MCP. En quelques mots, Alpic, c'est une société que j'ai fondée avec 4 associés l'année dernière, qui a pour but de rendre les produits et services aujourd'hui exposés sur Internet via des applications web ou mobiles traditionnelles à des agents, puisqu'on pense que c'est la nouvelle façon que les personnes vont consommer produits et services mis à disposition par des entreprises diverses et variées. Et pour ça, on fournit une plateforme all-in-one d'hébergement pour des workloads MCP, que ce soit des serveurs ou des applications MCP, on va regarder ça un peu plus en détail ensemble, dans lequel vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir builder, déployer, monitorer et opérer à l'échelle ces nouveaux workloads qui vont vous permettre de distribuer vos produits aux agents qui se baladent dans la nature aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas suivi pendant ces 2 dernières années presque l'évolution du protocole MCP, je vous propose un rapide cours d'histoire avant de regarder de plus près Skybridge et comment on peut construire des applications. Grosso modo, un protocole qui date d'il y a presque 2 ans maintenant, puisque c'était David et Justin, 2 ingénieurs chez Anthropic, qui pendant l'été 2024 étaient très embêtés par le fait de devoir redévelopper les mêmes intégrations en permanence pour les outils sur lesquels ils travaillaient, de façon à donner du contexte qui venait de software tiers à leurs agents. Donc, ils redéveloppaient en permanence les mêmes connexions à Notion, à Jira, à Confluence, à n'importe quel système dans lequel il y avait de la connaissance qu'un modèle devait utiliser. Et du coup, ils ont développé en interne un protocole, le modèle contexte protocole, qu'ils ont décidé d'open sourcer pour que d'autres puissent en bénéficier, avec une première version qui est sortie en fin d'année 2024. Il y a une première traction avec les développeurs qui sont emparés de la technologie, qui se sont rendus compte du potentiel au début de l'année 2025. Et on a vraiment à ce moment-là vu une traction grossir, au point de dépasser le milieu ingénieur pur et que ça devienne un outil utilisé également par d'autres équipes que des équipes ingénieurs. On a notamment vu cette bascule au-delà de l'équipe engineering et voire même du milieu uniquement de l'entreprise, quand ChatGPT a annoncé en septembre de l'année 2025, ou octobre je crois, c'était leur Dev Day, l'introduction des ChatGPT Apps, qui était un écosystème de MCP Server avec une extension spécifique permettant d'ajouter des interfaces utilisateurs au-dessus de ces fournisseurs de contexte, notamment dans ChatGPT directement. Quelques mois plus tard, la communauté MCP s'est ralliée autour d'un standard qui s'appelle MCP App, qui a repris les expérimentations qui ont été faites au sein de ChatGPT et qui a été co-construit avec OpenAI, de façon à ce que les gens puissent développer des MCP Apps déployables dans ChatGPT, le premier à avoir sorti ce store-là, et également dans d'autres agents, puisque le but de ce standard-là, c'était de rendre interopérables les applications qui sont développées. Aujourd'hui, vous avez Cursor, vous avez ChatGPT, vous avez Claude, vous avez GitHub, vous avez VS Code, vous avez Postman, qui sont tous des clients MCP qui peuvent du coup utiliser des serveurs MCP avec cette surcouche d'UI en utilisant MCPA. Les 2 plus gros, c'est bien sûr, côté OpenAI, ChatGPT. Aujourd'hui, c'est un store de 400 applications. Ça ressemble à peu près à la taille qu'avait l'iOS Store au moment où il a été release en 2008. On va regarder ça un peu plus ensemble, ce qu'il y a à l'intérieur. Et de l'autre côté Cloud, vous avez les Cloud Connectors. Aujourd'hui, encore une grosse majorité de serveurs uniquement, donc sans cette surcouche d'UI qui vient apporter un moyen d'interagir supplémentaire avec les gens qui interagissent avec votre serveur. Mais il y a de plus en plus d'MCP apps et elles sont bien sûr un peu plus orientées B2B ou prosumer, puisque ce sont majoritairement les utilisateurs que vous allez retrouver sur Cloud. Mais on a des applications grand public également qui font leur apparition, notamment dans le travel et l'e-commerce, qui sont un peu les 2 premières verticales qui ont bombardé sur ce nouveau canal d'acquisition. Côté Alpic, on n'est pas resté sur la touche. On a également bien joué avec l'écosystème dès qu'il a commencé à sortir. On a construit, déployé et on opère aujourd'hui en production un sacré paquet d'applications. On a également fait des trucs qu'il ne faudrait absolument pas refaire en production aujourd'hui. Au fur et à mesure de nos expérimentations, on a eu l'occasion de distiller et de cristalliser dans un framework open source nos apprentissages et la meilleure façon de construire rapidement ces applications pour que demain, ça soit facile pour tout le monde de venir déployer sa première application MCP et de pouvoir du coup distribuer ses produits et ses services dans ChatGPT et dans Claude. Ce framework, c'est un framework open source.
écrit en TypeScript, il est full stack, donc ça va du côté MCP Server jusqu'aux différents widgets que vous allez pouvoir développer pour rendre l'UI à vos utilisateurs. Et ce framework, il vient avec plein de petites choses diverses et variées qu'on va pouvoir regarder ensemble. Avant d'aller directement dans la démo, il est coutume, à chaque fois qu'on fait une présentation, de permettre à l'Assemblée de gagner. Ce soir, j'ai ramené 2 masques avec moi. On était un ski shop avant de pivoter sur le fait de faire une plateforme all-in-one pour hoster des MCP serveurs et des apps MCP. Mais du coup, je fais gagner des masques. Et la façon simple de gagner un masque, c'est de venir starrer notre repo, donc le repo Skybridge. Vous pouvez scanner le QR code qui est juste là. Je ferai un petit tirage au sort juste après les questions pour pouvoir tirer au hasard 2 heureux gagnants qui pourront repartir avec leur masque de ski. Vrai masque de ski, on l'a testé avec un petit off-site avec toute l'équipe le mois dernier. Ça protège réellement du soleil à la montagne. Donc, la session de ski arrive à sa fin, mais vous pourrez l'utiliser l'année prochaine. On va commencer par faire un petit tour rapide de ce qu'il est possible de faire avec une application de ChatGPT. Est-ce qu'il y en a ici qui ont joué un petit peu avec l'écosystème, en levant la main rapidement? Est-ce qu'il y en a qui interagissent avec des applications MC? Ouais, une personne. Ok, trop bien. Je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble et puis on va regarder directement sur ChatGPT à quoi ça ressemble. Tout le monde voit bien mon écran? Ok. Vous constaterez que j'ai ma barre de dialogue ChatGPT qui est en orange et qui a marqué développeur mode. En gros, c'est un mode que vous pouvez activer qui vous permet justement d'avoir quelques outils à disposition pour pouvoir développer des applications ChatGPT. Tout ce que je vous montre ici est reproductible également dans l'écosystème de Claude. Donc, vous pouvez transposer ce que je suis en train de vous raconter sur ChatGPT dans cet écosystème-là. Les apps dont je vous parle, elles sont accessibles. Si vous naviguez, vous avez un onglet qui s'appelle App, dans lequel vous pouvez avoir accès à une sorte d'home page, justement, qui vous permet de parcourir un peu quels sont les gens qui aujourd'hui ont déployé et ont publié sur le store leurs applications. Vous allez retrouver des applications grand public, on voit Booking, Figma, Replit, Lovable, Airtable, mais vous allez avoir des applications de productivité, notamment on va retrouver Datadog, que les développeurs connaissent bien, on va retrouver Gmail, on va retrouver Microsoft Teams. Si je cherche un petit peu, on va retrouver Alpic, puisque bien sûr, on est également présent sur le store nous-mêmes pour pouvoir vous permettre de gérer vos ChatGPT apps directement depuis ChatGPT. Ça devient un peu méta, mais c'est sympa à faire, vous allez voir. Et du coup, ces applications, elles viennent toutes avec une petite descriptive de ce qu'elles font et la possibilité de les connecter si vous voulez interagir avec. Pour interagir avec une application, aujourd'hui, le moyen privilégié de le faire, c'est le petit hat. Le petit hat, il vous permet grosso modo d'aller sélectionner dans les applications avec lesquelles vous avez déjà interagi, que vous avez connecté, pour pouvoir dialoguer directement avec elles. Une des applications qu'on a développées avec lesquelles j'aime bien faire une démonstration, c'est l'application Cottage. C'est l'équivalent de Airbnb en Angleterre. Typiquement, si vous voulez aller louer une maison à la campagne pendant 3 jours dans les Cornouailles, par exemple, c'est l'application préférée pour pouvoir faire ça. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble, je vais interagir avec lui. Donc, I want to go in Cornwall next week with my family. Quand je fais ça, grosso modo, ChatGPT va se connecter au MCP server qui est derrière Cottage pour pouvoir demander à faire une recherche, ici en l'occurrence, pour des logements dans la région de Cornouailles. Et au lieu de simplement retourner, comme on a l'habitude avec un serveur MCP, du texte qui va être inséré dans le contexte du LLM pour pouvoir générer une réponse pertinente à l'utilisateur, je vais avoir accès directement à un morceau d'UI dans la conversation. Ce morceau d'UI que vous voyez là, il n'a pas été généré par ChatGPT, il a été défini par les développeurs de Cottage pour être rendu, pour rendre de façon pertinente les résultats retournés par le MCP server. Si vous travaillez sur ChatGPT ou sur Claude, qui supportent tous les deux le protocole MCP App, vos éléments d'UI vont être utilisés, mais votre serveur MCP, s'il est utilisé par un client qui ne supporte pas l'UI, il pourra quand même toujours utiliser ce qui est retourné par les tools qui sont fournis, comme là, le tool de recherche, pour rechercher des endroits où aller passer la semaine prochaine. Donc là, en l'occurrence, c'est un petit carrousel que j'ai in-app, je vais dézoomer un peu parce que c'est un peu gros, qui me permet grosso modo de voir différentes options, et j'ai la possibilité d'interagir avec, et par exemple, lorsque je clique sur une des cartes, je passe en mode full screen, qui est une des options qui est proposée par le protocole. Donc, je suis toujours dans le chat GPT, mais l'expérience, elle a énormément changé. Mon point d'interaction principal, c'est plus une conversation avec ChatGPT qui, des fois, est un peu douloureuse, surtout quand il vous fait une table en Markdown qui fait 200 entrées, dans laquelle vous avez 45 colonnes qui vous permettent de comparer les meilleures options pour vos prochaines vacances. Bon courage pour aller comparer ça. Il y a des interfaces qu'on a déjà pensées et développées dans le monde du web et dans le monde de l'application mobile qui sont très intéressantes et pertinentes à ramener de temps en temps
pour guider l'interaction utilisateur. Et c'est ce qu'a fait Cottage. On a développé l'application et déployé l'application sur Alpic avec eux. Et du coup, cette façon d'interagir avec une application, qui est de, grosso modo, profiter d'une carte interactive pour pouvoir explorer les différentes options, c'est une façon assez naturelle pour des utilisateurs d'interagir et de découvrir les options d'hébergement qu'il y a en ChromeUI la semaine prochaine. Ce qui est cool, c'est que je peux interagir avec l'UI, et elle se met à jour comme n'importe quel site web avec lequel vous avez l'habitude d'interagir, mais je peux également interagir avec l'invité de discussion, qui est toujours présent dans l'interface. Je peux lui dire, finalement, oui, j'étais en anglais, finally, I want to go in Scotland, par exemple. Et ça, c'est un nouveau moyen d'interagir avec ces applications. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais attends, ça va être trop facile, je vais prendre exactement mon application web et je vais, grosso modo, l'attacher, la scotcher à mon MCP serveur pour pouvoir profiter de la même expérience. En fait, il y a souvent une phase de réflexion et de développement particulière à avoir quand vous commencez à développer des apps pour ChatGPT ou pour Claude, parce que les utilisateurs peuvent interagir avec votre app via l'UI, comme ils le feraient traditionnellement sur votre site web, ou avec le modèle. Et c'est le modèle, dans ces cas-là, qui se met à piloter votre app. Donc là, j'ai discuté avec le modèle pour dire finalement, j'aimerais bien partir en Écosse, et ça a pour effet d'avoir un impact sur l'UI qui est présenté à l'utilisateur. Et vous allez voir, ce triptyque de conversation, c'est un truc assez marrant à gérer et qui apporte une touche un peu particulière à l'écosystème. Je m'en profite pour faire une légère dérive. En 2008, quand le store iOS est sorti, il y a plusieurs applications qui étaient candidates sur ce store-là pour être la première application la plus téléchargée et qui a généré le plus de revenus. Et celle qui a gagné, contre toute attente, c'était le simulateur de bière. C'était une application qui vous permettait d'afficher un niveau de bière fictif sur votre téléphone. Et lorsque vous penchiez votre téléphone, ça donnait l'impression que vous étiez en train de boire une bière. Cette application-là, personne ne l'aurait vue gagnante sur la première année d'exploitation du store iOS. La raison pour laquelle elle a gagné, c'est qu'elle a su exploiter les spécificités de l'écosystème qui était fourni de développer des applications mobiles. Vous ne pourriez pas imaginer la même application de simulation de bière sur desktop avec un écran de 22 pouces sans gyroscope. Ça ne marche pas du tout. Avec les ChatGPT apps et les Cloud Connectors, on se retrouve dans un nouveau cycle avec un nouvel écosystème qui a des particularités qui ne sont pas présentes sur le web et qui ne sont pas présentes sur le mobile. Notamment cette interaction tripartite avec de l'UI, un modèle et un utilisateur. C'est vraiment les applications qui vont être capables de leverager ces nouvelles possibilités de ce nouvel écosystème qui vont être les applications les plus utilisées de la première année d'exploitation des ChatGPT. Et aujourd'hui, un qui le fait très bien, si vous avez eu l'occasion de jouer avec, notamment sur Claude, c'est Excalibro. Excalibro, qui était un outil de design à la main levée, utilisé beaucoup par les ingénieurs pour pouvoir expliquer des concepts, se retrouve être très utilisé parce qu'il fait de la conception assistée par modèle avec l'UI qui sert de contrat de discussion et de contrat d'interface. Fini la divergence, on va revenir un peu sur ce qui était prévu initialement. Voilà à quoi ressemble dans les grandes lignes une application ChatGPT. C'est un premier regard à ce que vous pouvez faire. Je vous invite à explorer le catalogue d'applications pour jouer avec les différentes surfaces qui existent et qui ont été mises à disposition par les marques. Et je vous propose, si l'aventure vous plaît, d'aller construire votre application à vous aussi. Pour ce faire, il y a une commande qui vous permet de commencer rapidement à écrire une application. C'est la commande npm create SkyBridge qui va venir vous provisionner sur votre environnement une première application de démonstration. J'avais déjà runné cette commande-là juste avant pour pouvoir préparer la démo, mais on va supprimer ce qui existe et repartir à zéro. La première chose qu'il va vous proposer de faire, et qui est une particularité au fait de développer un framework en 2025-2026, c'est d'installer une skill. Installer une skill sur un framework qui n'existe pas depuis longtemps dans l'écosystème tech, c'est super important parce que ça donne l'ensemble des consignes à un LLM pour utiliser au mieux les fonctionnalités que vous mettez à disposition. On ne peut pas faire comme Next.js et se reposer sur 10 ans de code qui a déjà été écrit et utilisé dans des entraînements de modèles pour s'assurer qu'il sache écrire du Next. Du coup, on a crafté une skill sur mesure qui va lui permettre à n'importe quel coding agent de construire une application avec SkyBridge sans aucun problème dès le début. Du coup, votre coût d'onboarding, il va être très, très petit, vous allez voir. Je lui dis, très bien, installons la skill un coup. On vient récupérer ça, normalement avec un Wi-Fi qui
qui va suivre, j'espère. Super. Tous les coding agents qui supportent agents.md sont déjà sélectionnés par défaut, mais si vous en avez certains qui sont un peu originaux, n'hésitez pas à les sélectionner dans la liste. Quand vous êtes content avec les coding agents qui vont être avec le format installé pour les coding agents de la skill, vous pouvez l'installer au niveau du scope du projet en utilisant des symlinks, qui est l'installation recommandée. Il va télécharger les différents fichiers dont on a besoin. Une fois que la skill est installée, il va vous proposer d'installer les dépendances de Skybridge et de démarrer une première fois le projet. On va faire ça tout de suite. Comme d'habitude, avec tout projet de l'écosystème Node.js, on va télécharger la terre entière et récupérer de sa sortie une première application de démonstration. Hop. OK. Quelques petites lignes pour vous expliquer ce que vous pouvez faire. La première qui vous dit, bienvenue dans l'environnement de développement de Skybridge. Pour pouvoir interagir avec l'application sur laquelle tu es en train de travailler, je te recommande d'aller sur localhost 3000, qui va te servir de point d'entrée, de DevTool, en fait. Donc, c'est la première chose qu'on va faire ensemble. Normalement, je vais ouvrir ici. Donc, quand vous allez sur localhost 3000, hop, on va zoomer un petit peu, peut-être un peu trop. Vous avez grosso modo un outil de travail pour vous permettre de facilement itérer sur le serveur MCP et sur l'application MCP que vous êtes en train de développer. Sur cette interface de travail, vous avez sur la gauche un premier menu de navigation qui vous permet de naviguer les différents tools exposés par votre serveur MCP. Dans l'application de démonstration qu'on package dans Skybridge, il n'y a qu'un seul tool qui s'appelle Magic 8 Ball et qui a pour objectif de poser n'importe quelle question et de vous retourner une des 25 réponses prédéfinies à l'intérieur des grosses billes de billard noires que vous pouvez secouer. Donc, par exemple, est-ce que je vais faire un effet démo? La classique. Et vous avez la possibilité d'exécuter ce tool, ce qui va venir exécuter localement le processus Skybridge qui tourne. Vous donnez la réponse qu'a retourné le serveur MCP. Et s'il y a un widget d'UI qui est attaché à la réponse de ce tool-là, il va venir se rendre et apparaître ici. Donc, ce widget que vous voyez ici, c'est ce qui va être rendu dans votre conversation si jamais le modèle appelle ce tool-là avec ces paramètres-là et reçoit cette réponse-là. En l'occurrence, une approximative boule de billard qui me dit que je vais définitivement faire un effet démo. Me voilà très rassuré. Et ça, cette première interface-là, vous constaterez qu'il n'y a pas du tout de conversation ni de modèle qui est impliqué dans l'histoire, parce que les DevTools qu'on a prévus pour votre environnement local de développement, elles visent à vous permettre d'itérer super rapidement sur le contenu de ce que va renvoyer votre serveur et l'UI qui va être affiché à l'intérieur de la conversation quand ça sera appelé par un LLM. Le collègue le rappelait tout à l'heure, un LLM par essence c'est stochastique, probabiliste. Si vous devez à chaque fois passer par ChatGPT pour lui faire comprendre que vous voulez qu'il appelle ce tool de votre serveur avec tel paramètre et espérer qu'il le fasse à chaque fois, votre cycle de développement, votre feedback loop, elle va être excessivement lourde et ça va vous allez vous arracher les cheveux au bout d'une heure de développement. Donc, les DevTools, c'est vraiment le premier endroit où on vous conseille de développer. C'est une émulation qui va rendre ce que rend l'écosystème ChatGPT pour pouvoir rendre l'UI de votre app MCP pour vous permettre d'itérer rapidement. Et quand je dis itérer rapidement, c'est si vous allez faire une modification dans le code, on va reloader la window. Donc ça, grosso modo, c'est la code base générée pour cette démo-là. Avec, vous allez, sans rentrer dans les détails de la structure du projet, il y a un point d'entrée pour les widgets qui vont être rendus dans votre app, en l'occurrence celui qui se charge de rendre la boule de billard ici, et un fichier de votre serveur qui vous permet de définir l'ensemble des tools que va exposer votre serveur. Chaque tool annote quel widget doit être rendu, et c'est le widget correspondant qui va permettre de faire le rendering de l'UI à l'intérieur de la conversation. Donc là, on peut retrouver grosso modo ma boule de billard avec la question qui est affichée, la réponse qui est affichée aussi, qui sont toutes les deux à la fois input et output du tool qui a été invoqué. Et si jamais je ne les ai pas encore, un loader qui dit grosso modo qu'il est en train de secouer la boule. Si grosso modo, je finalement demande à pas afficher l'output answer, mais dire non, il n'y a pas de souci, tu ne vas pas faire d'effet démo, l'impact que ça a, c'est directement de mettre à jour dans mon UI sur mes DevTools le rendu visuel de la réponse de mon MCP serveur. Donc, grosso modo, vous allez pouvoir itérer super rapidement avec un environnement que vous contrôlez sur l'UI de votre serveur. De la même façon, s'il y a des modifications dans le contexte qui ont un impact sur le rendu que vous voulez avoir, par exemple, si vous voulez que lorsque l'utilisateur passe ChatGPT en dark mode, la bille de billard elle devienne rouge,
vous avez la possibilité d'impacter le mode de rendu light ou dark de ChatGPT sans avoir besoin de vous balader dans les settings de ChatGPT pour faire ces modifications-là. Donc ça, c'est les DevTools. C'est votre environnement de travail avec lequel vous allez pouvoir itérer super rapidement pour développer votre application. Bon, maintenant, contrairement à ce que je viens de faire, on ne va pas la développer à la main, notre application, on est en 2026. Du coup, je vais solliciter la skill qui a été installée au tout début du projet pour pouvoir le faire pour moi. Alors d'habitude, je le prompte en anglais, mais on va essayer en français, on va voir ce que ça donne. Je vais lui demander de construire une application pour explorer les capitales en Europe. C'est un petit jeu que souvent je fais et qui marche plutôt bien. Donc c'est un moyen d'illustrer comment on fait pour builder avec Skybridge. J'aimerais construire une application ChatGPT. Ouais, ok, il va partir en anglais. On va essayer de la faire en anglais plutôt. I would like to build a ChatGPT application to explore capitals in Europe. This application should respond to me wanting to see a specific capital by name. It should display a map with pins on each capital of Europe. When I select a pin, detailed information appears on the right side panel in the view. When I interact with the map goes full screen. Don't ask any question, go straight away with the implementation for the purpose of this demonstration. Normalement, on va voir à quel point il s'en sort, mais ça permet de one-shotter cette application-là, sans trop de problème. On va le laisser travailler un petit peu et je vais vous montrer d'autres choses qu'on peut faire avec Skybridge en attendant qu'il ponde le résultat de cette modification-là. Donc, vous avez travaillé en local, vous êtes content avec la première version qu'il a produite et là, vous voulez voir une première fois ce que ça va rendre dans ChatGPT. La première chose qu'on va faire, c'est couper mon process ici pour pouvoir le récupérer là. Et je vais faire la même commande que celle qui était démarrée automatiquement quand je démarrais le projet, qui est grosso modo pnpm run dev, qui va runner Skybridge dev, mais avec une option supplémentaire qui est -tunnel et qui va avoir pour effet de packager votre environnement local, qui était accessible sur localhost 3000, sur une URL remote qu'on héberge côté Alpic, qui va vous permettre de l'utiliser dans le ChatGPT. Donc là, vous pouvez voir qu'il a démarré un tunnel qui est disponible, comme si vous démarrez un tunnel ngrok ou Cloudflare, pour ceux qui utilisent des fois ces solutions de tunneling-là, qui est disponible sur alpic.dev, et qui est stable. Donc, si jamais vous renez 2 fois la même commande sur 2 projets différents, vous allez toujours avoir la même URL qui va être exposée. C'est gratuit, vous avez besoin d'un compte sur Alpic, mais vous pouvez l'utiliser sans avoir à sortir la carte bleue. Et l'avantage que ça a, c'est que du coup, vous pouvez retourner dans le ChatGPT et passer en développeur mode et rajouter votre application. Donc, grosso modo, quand vous êtes en développeur mode, en plus des applications qui sont sur le store, vous avez la possibilité, et j'en ai quelques-unes, de créer à la main des applications. Donc, de donner un nom à votre application et l'URL sur laquelle elle est joignable. Moi, pour les besoins de mon travail au quotidien, j'ai déjà renseigné une application custom que j'appelle Alpic Tunnel et qui pointe vers mon URL de tunnel qui vient d'être ouvert. Cette application, elle a déjà exploré ce qu'il y a sur mon serveur, donc grosso modo la Magic 8 Ball que je viens de vous démontrer. Et du coup, si j'interagis avec elle, et s'il n'y a pas encore les modifications qui ont été faites, ça devrait marcher. Voyons voir ça. Donc là, grosso modo, il va taper sur l'URL, ça va passer dans le tunnel, arriver sur mon environnement de développement local. Et s'il y a un tool qui peut appeler, il va l'appeler. S'il y a une UI correspondant à ce tool-là, il va la rendre. Donc, il a appelé le tool, il a une réponse. Et on voit ma boule de billard avec marqué « No » à l'intérieur. Et si je reviens ici et que je fais la modification pour remonter la réponse originale, j'ai bien la réponse originale qui est affichée. Et du coup, là, je suis dans ChatGPT, en production, mais avec mon environnement de développement local qui est tunnelisé sur ChatGPT. C'était des semaines et des semaines de développement et de sueur pour arriver à ce résultat-là. Avec plaisir pour vous raconter les méandres par lesquels on est passé, mais c'était très, très cool. Et on est fiers de pouvoir justement faire profiter l'ensemble des développeurs de la communauté de ce genre de feature-là qui permettent de ne pas avoir à builder, déployer, rafraîchir des assets à chaque fois que vous faites une modification pour voir les effets de cette modification-là. Ça, c'est la deuxième étape de travail, quand on commence à tunneliser son application dans ChatGPT, parce que c'est le premier moment où on va pouvoir du coup exposer ChatGPT au tool que vous avez défini et voir si ça se comporte effectivement comme vous voulez. Mais quand vous arrivez à ce moment-là, vous êtes déjà sec sur la façon dont vous présentez l'UI, vous êtes déjà sec sur la façon dont vous allez exposer vos tools. C'est vraiment des derniers ajustements. Là, je pense que notre ami Opus vient de faire des modifications dans tous les sens sur le code. Parfait. Donc, on voit que le hot module reload, y compris, fonctionne quand c'est cassé. Parfait. Une fois que vous avez fait
la tunnelisation et que vous êtes content du résultat que vous avez, bon, c'est très cool, mais dès que j'arrête ma commande ici, plus personne ne peut accéder à mon application, elle n'est plus exposée. Du coup, la suite logique, c'est d'aller déployer. Vous avez une commande de déploiement qui s'appelle deploy, si mes souvenirs sont bons, qui vous permet grosso modo d'utiliser, pareil, la même commande que Alpic Tunnel, qui a été utilisée pour pouvoir tunneliser votre environnement local, mais qui va vous permettre de déployer votre code base local sur une instance côté Alpic. Je vais utiliser le directory actuel, je vais déployer ça sur ma team. C'est un nouveau projet, on va l'appeler Capitals Demo with AI. C'est en Node 24, c'est le root directory. Donc, il va grosso modo packager le projet local et puis s'occuper d'envoyer tout ça sur Alpic. À quoi ça ressemble vite fait? C'est grosso modo Alpic Cloud, c'est vous pouvez imaginer ça comme Netlify ou Vercel, mais spécifiquement pour des applications MCP ou des serveurs MCP. Vous allez voir le nouveau projet que je viens de créer. Vous allez voir que le déploiement est en cours actuellement. Donc, il est en train, grosso modo, de récupérer tous les assets et de builder localement tout ça sur Alpic. Tout ce qui est sur Alpic vient packager avec quelques features sympas. Si je vous montre une autre application, on va voir si j'ai des trucs un peu plus sympas à montrer. Hop. Donc, on va aller voir Capitals. Ouais, Time's Up. Allez. Typiquement, on a des analytics qui sont assez sympas. Ça vous permet de voir un peu quels sont les coding agents qui interagissent avec vos applications. Ça vous permet de savoir également à quel point ils demandent tel ou tel tool ou telle typologie d'interaction. Ça vous permet de savoir s'il y a des erreurs qui se produisent. Ça vous permet de savoir quelle est la quantité de tokens que vous exposez à travers les réponses de votre serveur qui vont venir polluer de la context window. Donc, ça vous permet d'avoir pas mal de tools pour itérer et investir un peu de temps et d'énergie dans faire en sorte de faire évoluer votre serveur pour mieux servir votre besoin. Vous avez des logs applicatifs, vous avez la possibilité de déployer plusieurs environnements qui traquent plusieurs branches GitHub si vous voulez avoir un environnement de staging, de production. Et bien sûr, on vous donne tout un set de tooling pour vous aider à distribuer auprès de ChatGPT et de Claude, puisque ces deux stores, comme les stores iOS et Android, sont gatés avec des formulaires de soumission qui vous demandent beaucoup de choses, avec des process de review qui sont parfois obscurs et des raisons de refus qui sont parfois à s'arracher les cheveux. Et on essaye de vous aider un maximum là-dessus en vous accompagnant. On va retourner sur mon projet, voir s'il a fini. Ouais, il a tout cassé, la classique. On va le démarrer localement et juste voir si j'arrive à le faire marcher localement, au moins pour voir la tête du projet. Donc, on voit qu'il a mis à jour le serveur avec une méthode qui s'appelle Explore Capital. Très bien. Je vais lui dire qu'on va explorer Paris, tant qu'à faire. Il me retourne une liste de capital. Très bien. Et j'ai l'impression que j'ai une carte avec laquelle je peux interagir, effectivement. Si je clique sur une capitale, bon, je n'ai pas de détail qui a été remis encore, donc il va falloir certainement que j'itère un petit peu avec lui pour voir. Mais en tout cas, j'ai une première version de mon application. Ah oui, en fait, il l'a mis en dessous. Très bien. J'ai une première version de mon application qui a été du coup produite sur la base d'un échange avec lui. Bien sûr, l'idée, c'est, au-delà de cette démo qui a duré 5 minutes, vous donner les outils pour pouvoir interagir et construire votre application. Que ce soit localement, en exposant votre environnement sur ChatGPT pour une première interaction, et puis après, déployer en prod et publier sur le store. Je pense qu'on va s'arrêter là et aller boire un coup tous ensemble. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous remets, si vous voulez, le QR code. Et puis, si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. Merci beaucoup, Fred. Moi, j'ai une première question quand même. C'est pourquoi et comment on se lance sur une techno aussi récente? Pourquoi on monte une boîte sur un truc aussi jeune, en fait, quoi? Enfin, c'est risqué quand même, quoi. Ouais, c'est risqué. La raison d'être d'Alpic, c'est vraiment d'aider les boîtes à exposer leurs outils, leurs produits, leurs services à des agents. MCP, ça a été un moyen de le faire, mais il y a plusieurs technologies qu'on a explorées pour pouvoir imaginer à quoi ça pouvait ressembler les interfaces consommables par des agents. On a essayé le web avec les démos d'opérateurs et de computer use en mars 2025 et on n'était vraiment pas satisfait du résultat. Du coup, on s'est penché sur des protocoles qui étaient faits pour ces agents-là. Il y a plein d'autres choses qu'on explore autres que MCP. Aujourd'hui, c'est le vrai truc sur lequel on sent de l'attraction. C'est un pari aussi, mais en tout cas, on est ouvert à plus que juste MCP en termes de technologie. C'est juste que pour l'instant, ça nous a amené dans cette direction-là parce que c'est la chose qui a été majoritairement choisie par l'écosystème. Ouais, puis c'est pas une de ces technos qui a fini par disparaître au bout de 2 mois. Comme ça fait presque 2 ans, ce qui à l'échelle de l'IA est, siècles, pratiquement l'équivalent d'un dinosaure. On a humain, exactement. Est-ce qu'on a des questions?
Trop cool. Bon, si c'est très clair. Est-ce que dans votre développement, vous faites du RIP ou vous faites à l'ancienne ou massivement IA? Il y a un peu de tout. On est assez ouvert sur les expérimentations dans l'équipe puisqu'on a la taille pour se le permettre. Donc, il y a des gens qui font du Conductor, il y en a qui font du multi-cloud code. On a fait un peu de Gaston. On a 2 instances OpenFlow qui tournent et qui continuent d'investir notamment du temps sur du support et des requêtes utilisateurs. On a un peu de tout, franchement, qui tourne. On n'a pas settle sur une techno en particulier. On a un problème un peu particulier aussi, c'est qu'on fait de la méta-infrastructure, parce que du coup, on provisionne de l'infrastructure pour d'autres personnes. On a remarqué que les modèles avec lesquels on bossait, ils sont très, très, très bons pour faire du front. Ils sont un peu moins bons pour faire de l'infrastructure, surtout de l'infrastructure à destination, enfin du PaaS, quoi, du plateforme as a service. Donc, il y a encore beaucoup de choses qu'on doit regarder à la main. On développe plus à la main, mais on a beaucoup d'attention encore sur la relecture de code parce que ça part des fois un peu en cacahuète. Merci. Est-ce qu'on a une dernière question? Non, c'est tout bon? Merci Fred. Et du coup, on a... Ah oui. Juste un premier gagnant, Bastien Ledon. Je crois comprendre que c'est quelqu'un d'ici. Et on va en piocher un deuxième, du coup. Gilles Heinz. Donc, là, vous pouvez venir me voir, je vais vous donner un masque. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Fred.